C'est nouveau, ça m'intéresse. Léa Moscona. Et ce matin, dans C'est nouveau, ça m'intéresse, eh bien, je vous propose de fêter un anniversaire. Ce sont les 30 ans. Les 30 ans d'une société. Vous en avez peut-être entendu parler. Il s'agit de la société Guayapi. Et c'est une société qui est pionnière dans la valorisation et dans la distribution en matières premières nobles et éthiques. Eh bien, pour fêter ces 30 ans, j'ai le grand plaisir de recevoir la fondatrice de Guayapi. Il s'agit de Claudie Ravel. Bonjour Claudie. Bonjour Léa, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors c'est une société qui fait un peu rêver, je vous le cache pas, parce que pour créer cette société, vous avez parcouru le monde, vous avez fait des rencontres exceptionnelles et vous aviez un seul objectif, c'est celui de trouver vraiment des produits qui soient dénués de tout ce qui peut être mauvais pour la santé, qui soit vraiment 100% naturel. Vous avez rencontré des Indiens. Vous allez nous raconter tout ça. Comment cette histoire a commencé? Dites-nous la genèse de Guayapi. Oui, merci Léa. C'est une très très longue histoire, effectivement, qui est pleine d'anecdotes, etc. On va essayer de les oublier parce qu'autrement je parlerai tout le temps et il faut pas. Je pense qu'il faut que les auditeurs entendent d'autres choses aussi. Mais c'est une histoire culturelle. Et d'éducation. Mes parents m'ont éduquée dans les médecines du monde. Il y avait une bibliothèque à la maison pleine de médecines du monde. Ma mère avait choisi la médecine chinoise, donc on était soignés à l'homéopathie, on allait chez l'acupuncteur, etc. Et mon père nous apprenait les peuples dans les livres, tout ça. Les peuples autochtones, les autres peuples du monde, les différences, les contextualisations à faire. C'était passionnant. Je me souviens, j'avais 6 ans et on se passionnait dans ces livres. Donc bien sûr, quand on arrive à 18, 20 ans, on se dit mais il faut aller les rencontrer, ces peuples. Ça commence aussi par ça, par l'histoire des peuples. Mais finalement, j'ai fait des études, je suis partie vers le juridique, je suis allée dans la mode, très flatteur, la mode pendant 12 ans, je suis occupée de licence internationale. Donc j'ai voyagé à travers le monde pour le plaisir, le tourisme, et puis pour le travail un peu. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens, amis, famille, autour de moi. Mon permis d'ouvrir, c'est ça. Le déclic, ça a été la rencontre de certaines personnes. La rencontre, oui, et qui sont toujours là, qui sont là pour les 30 ans, ils étaient là, ils ont témoigné, c'était émouvant, on avait les larmes aux yeux tous. Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit il y a 30 ans? Vous vous êtes dit, il va falloir que je trouve ces produits-là. Il y a 40 ans, je dirais. Il y a 40 ans, le temps. Chemin de la vie, voilà, j'avais 18 ans, j'ai voulu partir aussi loin. Une petite dizaine d'années pour recréer, en fait. Pour créer, et ensuite, c'est enceinte. Le déclenchement, ça a été parce que j'étais enceinte. Donc j'ai quitté cette belle boîte de mode, Daniel Echter, je peux citer, au bout de 12 ans, et à la larme à l'œil, mais en me disant, je vais partir vers ma passion et je vais essayer d'introduire une plante qui est de ces peuples, qui vient de ces peuples que j'ai pu rencontrer. Puisque j'étais allée en Amazonie avec des amis, on avait voyagé en Amazonie bolivienne, et puis on était entré dans l'Amazonie brésilienne, et puis on avait vu plein de plantes, les peuples autochtones qui nous présentaient en fait des plantes. On se disait, mais c'est la mer, notre mère en fait, qui nous donne tous les produits, qui nous donne à manger, etc. La médecine était là, et également la nourriture. Vous étiez précurseur quand même à l'époque, parce qu'il y a 40 ans, ça commençait, en Allemagne peut-être, dans certains pays, c'était assez démocratisé, mais pas tellement en France. Oui, alors ma mère peut-être nous avait donné cette initiation, en fait, qu'il fallait absolument que ces plantes soient connues. Et tout cela tourne autour d'une plante. Et après, voilà, alors là, c'est une anthropologue, c'est le docteur Toiti, d'ailleurs Bernard Toiti, qui est marié à une Brésilienne, qui disait, tiens, cette plante, elle a l'air pas mal du tout, le guarana, et moi je me disais, mais pourquoi elle n'est pas autorisée en France? Parce que j'ai ce côté juriste. Donc on a fait ces travaux, études de faisabilité pendant 3 ans. Donc il y a 33 ans que le projet s'est mis en route. On a un chimiste brésilien aussi qui s'appelle Laerte Quaraci. Donc tous ces gens qui sont toujours là à côté, mais bon, qui sont repartis dans leur métier, psychanalystes, Bernard Toiti, les docteurs en médecine, finalement nous accompagnent en tableau de fond, parce que c'est pas évident d'introduire sur le marché européen et occidental en général des plantes qui font du bien à la santé. On n'a pas le droit de toucher à ça, vous savez. Au niveau juridique, il va falloir passer par une paperasserie, une bureaucratie énorme. Voilà. Est-ce que au niveau scientifique, par contre, vous avez pu avoir les tests, etc. Nous avons toutes les bibliographies, nous avons tous les documents scientifiques, on a accès à tout, et puis maintenant encore plus. Mais par contre, ce sont les autorités qui disent il n'y a pas de statut.
statuts. C'est les statuts qui n'existent pas. Ouais. La nomenclature n'existait pas. Donc on l'a créé. On était un groupe de 12 dans les débuts des années 90 et nous avons rédigé ensemble le statut du complément alimentaire que les gens maintenant appellent super aliment. Super aliment n'est pas un statut réglementaire, c'est complément alimentaire. Donc il est bien défini. On y a ajouté l'aspect physiologique parce que finalement prendre une plante, même boire de l'eau, ça hydrate le corps. Donc là, en fait, c'est une action physiologique. Bon, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais toujours est-il que la rencontre avec les peuples, ça nous a simplement mis à l'évidence que ces plantes qui existent pourraient remplacer largement des produits chimiques que les gens prennent beaucoup, surtout dans nos pays, hein, on va dire et qui la ont France, des effets des anxiolytiques, etc. Bien sûr, des choses qui ont été créées par l'homme en laboratoire, alors que nous avons des choses créées par la nature depuis la nuit des temps, depuis des millénaires, et connues par des peuples, et connues largement par des peuples autochtones. Ils en ont la connaissance, leurs anciens connaissent, ils ont leur médecine, ils ont une médecine, et c'est ce qui permet en fait, lorsqu'on met ces plantes sur le marché, de faire un commerce équitable avec des peuples autochtones, où est inclus dans le prix qui est vraiment présenté dans tous nos documents et nos supports, qui prévoit des projets de développement. Alors votre entreprise, c'est Guayapi, mais le nom de cette plante, c'est Guarana ou Guarana? Guarana, c'est le nom des terres d'origine en langue tupi-guarani des Indiens Satere Maoe, qui sont mes partenaires, qui sont organisés en consortium. Donc c'est Guarana, ce sont les Portugais qui n'avaient pas de W dans leur alphabet à l'époque, qui ont mis Guarana, parce que Guara, ça signifie la connaissance. Guarana, les principes de la connaissance ou les débuts de la connaissance. Et il est dommage que finalement ce nom ait été changé, alors que finalement il a une signification parce que le guarana, quand vous le consommez, les Indiens disent bien qu'un enfant qui consomme cette plante, j'espère que votre enfant consomme du guarana, le guarana, ils disent qu'un enfant est éclairé à vie. Et moi, j'ai consommé du guarana quand j'étais enceinte donc de Bastien, qui reprendra la suite de Guayapi, Bastien Beaufort, et donc il a été éclairé parce qu'il était dans mon ventre, il a été éclairé déjà à la conception. Les femmes indiennes disent bien que quand on est enceinte, on est un peu lymphatique, etc. Les femmes donc prendre du guarana, on est plus tonique, l'enfant naîtra tonique et il aura le cérébral bien organisé. Alors cette plante déjà, avant de la consommer, comment elle se présente? Quelle est sa physionomie? Alors des feuilles, on dirait un œil, c'est-à-dire ce sont les yeux de la forêt. C'est un fruit, c'est le fruit d'une plante, et c'est le noyau. Je vais le montrer à la caméra. Voilà, c'est le noyau de ce fruit qui est consommé par l'homme, sachant que la pulpe est trop âpre pour l'humain. Ce sont les toucans qui viennent le consommer, et ensuite c'est eux qui pollinisent et qui permettent l'augmentation de la production dans l'ère indigène Satere Maoe. Il faut absolument laisser au toucan la chair, en quelque sorte la chair orangée qui va permettre de nourrir ces animaux. Et donc la nature s'arrange bien. Et oui, finalement, chacun sa part. Et le noyau est donc utilisé par ces Indiens. Les Indiens, est-ce que ce sont les Satere Maoe? Voilà, les Indiens Satere Maoe, qui sont, ils disent selon la légende, qui sont os filhos do guarana, ça signifie les fils du guarana. Ils sont nés de cette plante, ils sont animistes, donc ils croient en la nature parle, elles s'arrangent entre elles, la biodiversité, ils l'ont inclus finalement dans leur connaissance d'origine. Dans leur mode de vie. Dans leur mode de vie, et finalement ils croient en cette nature, et ils sont nés de cette nature, etc. Donc quand on va en aire indigène, tous les ans on leur rend visite, des fois on y est allé plus qu'une fois par an, il y a beaucoup de travaux à faire, il y a du développement depuis presque 30 ans, vous imaginez, c'est énorme. Le travail de développement qu'il y a sur place, il pourrait y avoir 3-4 entreprises qui viennent, et c'est une anthropologue qui m'a présenté sur mon chemin, Alba Figueroa, en 1992, le peuple indien Satere Maoe. Alors ce noyau marron de la plante guarana, comment est-ce qu'on le consomme? On l'écrase? Comment est-ce qu'ils font? Ils la travaillent? Alors il y a un process de fabrication très rituel, on va dire, et d'une connaissance très ancestrale qui n'a rien à voir avec le guarana. Quand on va voir du guarana, il est de culture intensive, il vient de Bahia, il est fait en 3 jours, il est grillé. Il y a donc l'équilibre vitaminique et minéral qui va être déséquilibré, ça brûle les tanins, enfin il y a plein de choses comme ça sur lesquelles il faut être conscient. C'est comme nous qui aimons le vin en France, en fait il y a des qualités de vin, il y a des petites bouteilles plastiques qui ont cette grappe de raisin pressée, faut le dire, il y a des vins de château. Alors là ce sont les Indiens Satere Maoe sont les Indiens du château du guarana. Donc en fait il y a un process qui dure à peu près 4 mois, donc il y a un séchage, un fumigeage, et alors finalement une fumigation
C'est pour ça qu'il a ce goût, cette valeur organoleptique. Oui, très fumé, tout à fait. Un peu fumé, très amer. Donc, alors, vous, ce que vous commercialisez, c'est une poudre marron. C'est une poudre, voilà, c'était le noyau au début, qui a été en fait séché pendant très longtemps, nuit et jour. D'abord, il est cuisiné, disent-ils. Alors, il faut que l'eau sorte, etc. Après, il y a des toiles de jute. Après, il y a un certain bois qui s'appelle Mourissi. Il faut que tout ça soit là et qui est à une certaine hauteur. C'est comme en cave, finalement, mais c'est à l'extérieur. Et il y a ce bois, cette odeur de bois qui va sortir et qui va donner cette valeur organoleptique. C'est pour ça que dans le mouvement Slow Food, le guarana est dit sentinelle, c'est-à-dire que c'était un produit en voie d'extinction potentielle, parce que tout ça c'était caché par les multinationales de la boisson. Oui, qui voulaient faire une boisson avec ça, intensifier la production, mettre des OGM en air indigène. Mais les Indiens satérés ne se laissent pas séduire. Et concernant les problèmes climatiques, est-ce qu'il y a des conséquences malheureuses? Est-ce qu'ils se protègent de toutes ces conséquences quand même assez néfastes pour dramatiques ailleurs, oui, c'est ça. Alors, ils ont une aire indigène de 780 000 hectares de terre qui est respectée et qui est respectée par les autorités jusqu'à maintenant. Nous allons voir, les gouvernements actuels laissent entendre des choses non favorables pour les peuples indiens, sauf que le peuple Satéré Maoé a décidé de s'autogérer. Donc ça, il faut l'entendre. Et donc, il a fait un programme de commerce équitable avec le blanc, comme ils disent, en commerce équitable. Ça. Ils ont eu donc beaucoup d'autres Indiens, donc voilà, ils ont eu ils ont une force énorme. On apprend beaucoup d'eux. Il y a des gens souvent qui me disent, vous allez en aire indigène et vous les aidez. Je dis non, c'est eux qui m'aident à comprendre mieux le monde, parce que nous devrions tous, les peuples blancs occidentaux, aller là-bas, parce que vous avez l'impression que le cerveau s'agrandit et qu'il y a eu un entendement. Ils ont une connaissance de la nature énorme, de l'écologie énorme, des interactions entre l'humain et la nature, qu'on est en train de chercher. Nous, là, on est un peu perdus, on va dire, les Occidentaux. Tout le monde cherche des recettes pour essayer d'éviter ces catastrophes écologiques. Ils n'ont pas été touchés, bien sûr, par les feux, parce que il n'y a pas de destruction chez eux. Il y a même des gens qui sont venus du gouvernement dernièrement, leur disant, est-ce que vous auriez besoin de la 5G, etc. Parce que c'est vrai que quand on va en aire indigène, le portable s'arrête, il n'y a pas d'électricité, on se baigne dans la rivière, etc. C'est ça, on leur propose la modernité, ils ne veulent pas. Ils ont cette force quand même. Que pensent-ils des Blancs ? Ils ont un respect pour les gens qui font du commerce équitable, quelquefois. Il y a blanc et blanc. Ils me disent, tout au début, même quand je les ai rencontrés, il y a plus de 25 ans maintenant, j'arrivais, je voyais des hommes sortir de la forêt et revenir quand on était en réunion. Et ils me disaient, t'inquiète pas, un jour, s'ils ont confiance en toi, ils reviendront. Et depuis une bonne dizaine d'années, je vois, ils les appellent les pagets, ce sont les hommes de science que d'autres appellent les chamans, mais des fois c'est péjoratif, le chaman. Non, ce sont des hommes de science qui ont une connaissance comme un docteur en médecine, un chirurgien dans nos pays et dans nos contrées. Ils savent soigner des maux que peut-être on ne sait pas soigner ici. Par contre, c'est sûr que ici, la médecine, c'est un genre de garagiste qui répare des choses, on va dire. Il a une boîte à outils. Il a une boîte à outils et on l'utilise. Exactement. Est-ce que parmi ces Indiens, il y a des gens qui sont à cheval entre les deux cultures et qui leur ont permis finalement de se protéger parce qu'ils connaissent les infrastructures des Blancs et finalement ils peuvent les aider? Ils sont très en contact avec les autres, les Blancs. Alors les Blancs du Brésil, ce sont des croisés à la fois d'Indiens, à la fois d'Européens. On sait que le Brésil est occupé principalement par des anciens Européens et occidentaux qui sont allés faire fortune. Il faut bien se le dire. Les Indiens d'origine, c'est leur terre d'origine. Donc en fait, ils sont allés vivre en ville. Le chef indien, le traditionnel, qui a créé le projet. Donc en même temps, en 1986, il y a la constitution brésilienne qui a laissé des réserves. On appelle souvent des réserves indiennes. Eux, ils n'ont pas une réserve indienne. Ils ont une terre, c'est ça. Ils ont un espace délimité qui est grand comme la Corse. Ils étaient 6 000 Indiens quand je les ai connus. Ils sont 18 000 Indiens. Les jeunes restent. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'ancien, qui s'appelle Obadias Batista Garcia, qui est là, il a commencé le projet aussi, écrire le projet avec un ancien traditionnel, comme il dit, qui s'appelle le Tusha Wazuzu, qui est décédé maintenant. Mais lui, en fait, Obadias, il est le monsieur qui a créé le projet. Donc moi, je suis une ancienne aussi. Et puis j'accompagne donc Bastien, qui reprendra le projet, comme Obadias accompagne Sergio Batista, qui est devenu président du consortium de donc ils sont vraiment, Maoé. Ces Indiens sont intégrés à votre entreprise Guayapi. Complètement. Totalement. Donc on pourrait presque dire... Ils sont venus ici en Europe, ils ont été invités par le mouvement Slow Food, on va à Terra Madre,
parler au salon à Turin, etc. Ils entendent, ils nous voient, puis ils sont extrêmement respectueux, c'est-à-dire ils ne vont pas nous dire c'est pas bien ce que tu fais là, alors que finalement des fois le blanc va en disant c'est pas bien ce que tu fais là. Mais en fait, c'est vrai que le travail qu'a fait cet anthropologue Alba Figueroa sur la valorisation de cette pensée des Indiens qui voulaient s'émanciper en vendant aux blancs, c'est assez exceptionnel et elle l'a décrit dans sa thèse. Elle a fait une exposition à la Sorbonne là au mois de décembre. Il y a des supports, c'est vraiment un modèle. C'est un modèle pour les autres peuples, qui risquent de disparaître, dont la culture risque de disparaître. Et il y a 2 ans, donc Obadias a été appelé à Brasilia pour être décoré pour justement l'exemple qu'il donnait aux autres peuples. C'est une très belle histoire. C'est une belle histoire, Claudie. Et moi, j'ai été décorée en France à ce moment-là par le gouvernement. Alors, ici, c'était vraiment en même temps. Ça s'est passé en même temps. C'est drôle. Ils ne sont pas parlé pourtant. Ah, c'est drôle. Et alors, Guayapi aujourd'hui, c'est en France. Est-ce que c'est ailleurs aussi dans le monde? Vous arrivez à à exporter. Alors finalement, la concurrence, il y a une concurrence sur des plantes qu'on a introduites, faut le dire, à bas prix. Alors moi, je suis choquée par ça parce que je trouve que il y a des gens qui jouent avec le fait que ça a le même nom, mais non. Alors c'est là où on a repris le nom guarana, parce que les gens connaissaient le guarana, mais c'est de la boisson. On va pas parler de cette boisson qui est très dure là et qui met du guarana dedans. Donc toutes les boissons mettent ça dans leur boisson énergétique. Donc il y a de très belles plantes. En fait, on a 115 références chez Guayapi. On est dans 3000 boutiques bio. Donc les chaînes style Naturalia, Biocop, etc. Nouveau Robinson. On a un propre showroom boutique où on fait beaucoup d'explications, des projections, etc. À côté de Bastille, dans le 12e, 73 rue de Charenton. Donc c'est une boutique showroom, on l'appelle Guayapi. On fait des événements, on reçoit les distributeurs du monde et puis on exporte pour le moment en Belgique, en Espagne, un petit peu en Italie, un petit peu en Allemagne. On a exporté à Singapour. On est aussi donc vous êtes de plus en plus sur le marché visible. Est-ce que vous pourriez nous faire un peu de pédagogie au niveau de vos produits, parce que c'est quand même il y a un aspect où on se dit comment est-ce que ça s'utilise. Il y a de la poudre. En général, c'est de la poudre. Nous, on aime présenter la poudre parce que l'assimilation perlinguale est importante. La salive véhicule minéraux et vitamines inclus dans ça. Alors, on sait que dans nos sociétés occidentales, les gens aiment la gélule. Alors, on a fait, pour répondre aux gens, la gélule parce que finalement, nos détaillants boutiques clients disent « Ah oui, mais ils prennent ça ». Parce que il faut leur expliquer aux gens que finalement, c'est très bon en cuisine. On a des chefs gastronomiques, des gens de Relais et Château, Michel Bras, Olivier Rollinger, qui utilisent ça. Par exemple, le guarana. Michel Bras l'a mis sur des coquilles Saint-Jacques un jour. Il a fait une purée aussi de lentilles avec le guarana. Il trouve que ça relève les plats. Olivier Rollinger a aimé le kitoul qui vient du Sri Lanka, parce que c'est vrai qu'on a parlé des 30 ans de Guayapi et c'était l'Amazonie. Et puis ensuite, lié à un employé de Guayapi qui est devenu associé, on a monté un projet au Sri Lanka où on a un écotourisme, etc. Enfin, ça devient important en termes de construction, puisqu'on est bâtisseur de filières au fond. Et puis nous, on a besoin de relais, distributeurs, etc. Bien sûr. S'il y a des gens qui veulent travailler avec nous, nous sommes ouverts pour que les gens fassent on fait un appel. On lance un appel. Venez, il y a beaucoup de produits là. Oui. Alors justement, parlez-nous de ces produits. Vous dites qu'il y en a beaucoup. Alors, quelle est la différence entre tout ce que l'on voit là sur la table, si on nous regarde sur Internet? Le guarana est un puissant dynamisant cérébral et physique. Ça, il éclaire le cérébral. Et puis, c'est un produit de travail et de fête. Il euphorise. Il a un effet positif sur l'humeur. Après, on a le gonfrena. Alors, c'est une belle plante excellente qui contient vraiment tous les nutriments vitaminiques et minéraux pour être mieux relaxante. Elle détend, elle facilite le sommeil. Mais on la prend dès le matin. C'est pas un soporifique comme souvent les gens prennent en pharmacie chimique. Non, c'est une plante qui va faire que on appréhende les situations tranquillement dans la journée, et de ce fait, comme on a bien géré les choses, on dort comme un bébé. On est plus calme. Et on le prend dès le matin. En général, vous êtes d'accord pour dire que les plantes ont besoin de temps pour agir. Le corps a besoin de les assimiler, donc certaines heures, un certain nombre d'heures pour pouvoir avoir les effets. Alors, le guarana va, lui, agir dans les 7-8 minutes. Parce qu'il a un côté vasodilatateur. Il a un principe actif qui s'appelle guaranine, avec des tanins, beaucoup de phosphore, de potassium, etc. Donc, le guarana, dans les 7 minutes, il va agir
subtilement. Ça se donne aux enfants, vous l'avez dit. Ça se donne aussi aux enfants, de manière toujours en fonction du volume de chacun. Même pas dans une pointe. Une pointe dans un verre d'eau. Un petit yaourt, pour un enfant, dans sa petite compote, etc. Si on sent qu'il se disperse, qu'il est un petit peu pas concentré dans ses études, etc., on va lui donner pour qu'il se concentre. Ça augmente la concentration, la mémoire, la vigilance. On est plus actif comme ça. Je parle pas du guarana, je redis bien que les gens prennent pas du guarana en se disant parce que il peut exciter le guarana. C'est comme du café, c'est des choses. Ça n'a rien à voir avec le guarana, qui est une plante qui est en liane sauvage et puis voilà avec les W-A-R-A-N-A, wara, la connaissance, guarana, le début de la connaissance. Donc on met une petite pointe de couteau, etc. Pour un enfant, on fait en fonction du volume. Si un homme très grand garçon, voilà, il va prendre une belle cuillère à café toujours. Oui. Et après, bien sûr, il y a des gélules. Bien sûr, on a fait des ampoules. Bien sûr, on a répondu au fond à l'occidental. Ouais, mais c'est pas pratique. Alors c'est sûr qu'il y a 30 ans, les poudres n'étaient pas pratiques. Mais maintenant, c'est devenu de tendance, comme disent les gens. On a de l'açaï. Alors ils font leur açaï bowl. Ils font des smoothies. Enfin, ils appellent ça comme ils veulent. Oui. Mais enfin, ils ont mis dans l'alimentation les minéraux et vitamines qu'on met dès le matin. Et puis, on joue avec les goûts. Le gomphrena est une plante extrêmement amère. Et alors, beaucoup de chefs la trouvent très intéressante. Un enseignant à la Sorbonne, un jour aussi, m'a dit, moi, je vais l'introduire dans mes cours parce que c'est la plus intéressante. Elle aiguise comme ça une amertume au fond de la gorge. Et donc, il la met dans des pamplemousses, dans des acidités et tout, et ça relève, en fait, etc. Donc, tous ces chefs ont ces saveurs en bouche qu'ils savent après orienté sur la plante, ou la plante, après, on la met dans plein de mets. Ça peut être une purée, ça peut être une salade, etc. Là, il y a le camu-camu, qui est un produit de saison. En ce moment, c'est la vitamine C. C'est le fruit qui contient le plus de vitamine C. Donc, c'est pour supporter le froid. Supporter le froid. En fait, on connaît tous les avantages de la vitamine C. Ouais. Mais en plus, il y a des flavonoïdes, il y a un aspect antioxydant. La vitamine C, elle est antioxydante. Moi, j'aime bien, par exemple, ce complexe qu'a fait justement le docteur Bernard Toiti. Il a associé des plantes en fonction de leur synergie. Mais c'est une bombe antioxydante. Les gens qui ont peur là de flétrir, enfin on va tous flétrir quoi qu'il en soit, mais rapidement, elle contient justement cette plante gomphrena, ce camu-camu, elle contient de l'urucum. L'urucum, c'est une plante fabuleuse aussi. Et l'utilisation, enfin, c'est toujours la même façon, c'est-à-dire pour vous, la poudre, c'est la voie royale pour l'absorber, et toujours avec des quantités que vous décrivez, une pointe ou une petite cuillère à café. Et ça, c'est une fois dans la journée ou bien on peut renouveler? On peut renouveler quand on est en air indigène, dans une calebasse, on parle et finalement, comme le cerveau doit fonctionner, on fait circuler une calebasse, mais on va prendre 1 ou 2 gorgées chacun et puis on fait passer, on fait circuler. Donc l'anthropologue, c'est comme ça qu'il la consomme là-bas. Et l'anthropologue dira que le chef, après, prend la première gorgée, puis il prend la dernière gorgée. Comme ça, il résumera dans sa tête parce qu'il récupère toutes les paroles et les pensées de tout le monde. Enfin voilà, il y a des très très belles choses qui sont les mêmes choses que nos côtés occidentaux un peu rationnelles, mais qui sont bien plus imagées, bien plus belles. Donc voilà, il y a tout un tas de mélanges poétiques. Oui, c'est vrai. Il y a tout un tas de mélanges qu'on a fait en fonction des synergies. Il y a une plante qui est fabuleuse aussi, qui s'appelle l'urucum, et qui commence à être connue. Urucum, c'est un puissant antioxydant qui contient 100 fois plus de bêta-carotène que la carotte, avec du sélénium, du magnésium. Quand on fait l'analyse après de ces plantes, les peuples autochtones connaissaient, avant qu'il y ait ces analyses, les effets de ces plantes. Donc oui, parce que par l'observation. Par l'observation, l'utilisation. Bien sûr, c'est au niveau empirique et depuis, il y a un recul de combien de siècles, j'imagine de nombreux siècles d'utilisation. Des millénaires. Oui, depuis la nuit des temps, en fait, ils ont approché ces plantes et ils ont su, enfin, on voit les animaux qui font la part des choses, Les animaux, ils vont pas prendre une plante qui est pas bonne. Et au fond, les peuples autochtones, comme nous-mêmes, après, derrière, nous, on a perdu ce savoir, alors que finalement, les peuples autochtones proches de la nature, tous les gens qui sont proches de la nature savent apprécier ce qui est bon ou dangereux pour la santé. Et donc, finalement, il faut quand même aussi faire attention à ne pas la surexploiter. Et donc, il y a un docteur en écologie des systèmes qui permet, lui, de certifier, ça s'appelle FGP, les produits des jardins forestiers, ces lieux
qui sont préservés et qui sont restaurés si toutefois ils étaient dégradés. Alors, donc, pour terminer, Claudie, vous avez des projets, j'imagine, là c'est 30 ans, on est reparti pour 30 ans encore. Et qu'est-ce que vous voulez développer encore davantage pour les prochaines années? Alors, pour les prochaines années, nous avons bien sûr pas mal de plantes là qui sont dans un coin et qu'on met sur le marché de temps en temps, au fur et à mesure, parce que finalement c'est vrai que les autorités n'aiment pas trop quand on présente des nouvelles plantes. Oui. Ensuite, Bastien reprendra la suite avec des grands projets qu'on a. Nous aimerions faire des boutiques Guayapi, peut-être des genres de franchises, des vitrines, des visibilités sur le concept global qui est malgré tout bâtir des filières nobles, équitables, en biodiversité pour que le monde aille mieux pour le futur. Donc globalement, c'est dans ces projets-là qu'on aimerait que beaucoup de gens s'inscrivent en partenariat avec Guayapi. On est là, on peut tous être ensemble, ouvert aux propositions. Merci beaucoup Claudie Ravel de nous avoir fait un peu rêver, et je dois le dire, avec Guayapi. Et c'est dans le 12e, on trouvera très facilement sur le site internet toutes vos coordonnées. C'est guayapi. quelque chose. C'est guayapi.com. .com tout simplement. Oui, tout simplement. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup Léa.